Donc, ben, merci déjà à toutes les personnes présentes et puis à ceux qui regarderont la vidéo a posteriori. Cette vidéo, je la posterai également sur YouTube parce que tout le monde n'a pas Facebook. Donc, elle sera disponible sur YouTube en replay. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Stéphane. Je suis l'un des créateurs du jeu La course à l'oseille. Le but de cette vidéo, je l'ai déjà dit avant, c'est pour présenter le jeu. Vous présenter le jeu, les différentes cartes, le fonctionnement global. On ne parlera pas de règles aujourd'hui, on parlera des règles lors d'un prochain live. On va essayer de tenir dans les 30 minutes, hein, parce qu'après j'ai une soirée jeu et puis j'ai les animaux à m'occuper, les poules, etc. Donc j'ai pas mal de boulot avant et en une demi-heure ce sera bien, je pense. Ça va faire une vidéo assez complète. Donc voilà, j'en profite tout de suite pour vous dire que le jeu La course à l'oseille, donc la boîte ici, est d'ores et déjà disponible en pré-vente sur la plateforme de financement participatif Ulule. Pourquoi Ulule alors, et pourquoi une plateforme de financement participatif? Tout simplement parce que on souhaite maîtriser la fabrication du jeu, l'édition et du coup la distribution. Et pour faire tout ça, eh bien, ça demande pas mal d'argent, surtout pour toute la partie fabrication. On ne peut pas lancer la fabrication de 10 jeux, donc il faut le lancer à grande échelle pour réduire les coûts de fabrication. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne de financement participatif. Donc chacun peut en fait contribuer à ce projet, en échange de quoi il recevra un jeu ou deux selon la somme qu'il a versée. Cette somme ne sera débitée uniquement que si l'objectif est atteint. L'objectif sur Ulule, donc Ulule qui est la plateforme de financement, je reviendrai dessus. L'objectif à atteindre est de 350 préventes. Ces 350 préventes nous assurent la fabrication. Si donc actuellement on en est à peu près à la moitié, si on n'atteint pas ce quota, les gens qui ont contribué seront remboursés ou pas débités. Je ne sais pas si on est débité tout de suite sur Ulule, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, les gens seront remboursés, il n'y aura pas d'argent prélevé. Pourquoi on passe sur Ulule? Alors on a fait le choix de passer sur Ulule parce que c'est une plateforme francophone. Donc tout simplement pour ces raisons-là, parce que le jeu est français. Le jeu est fabriqué en France, donc on est parti dans cette démarche-là. Dans un jeu zéro déchet, ce zéro déchet justement est réalisable parce qu'on veut maîtriser la fabrication. En fait, on veut fabriquer, on veut éditer, on veut distribuer, comme je vous l'ai dit. Donc c'est grâce à ça que l'on peut vous proposer un jeu un peu sur mesure, sans plastique, etc. avec nos valeurs. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous déjà d'en parler avant de vous présenter le jeu. C'est les valeurs qu'on a, et en plus d'autant quand on fait un jeu sur le potager, on a aussi la valeur de la terre, la nature, les choses comme ça. Donc on est assez engagé là-dedans et c'est quelque chose qui nous plaît. Et voilà, donc ça c'était pour présentation de la plateforme, les préventes, parce que je risque d'oublier par la suite. Bon, j'essaierai de vous le rappeler à la fin. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Stéphane, j'ai 34 ans. J'habite en Corrèze depuis maintenant 2 ans et demi. En fait, on s'est installé là avec ma compagne. Alors, d'un point de vue scolaire, moi j'ai une formation d'ingénieur. Je suis ingénieur bureau d'études. J'ai quasiment tous mes postes d'ingénieur que j'ai eus sont des postes d'ingénieur bureau d'études parce que je suis un créateur. J'adore concevoir depuis que je suis tout petit. Donc d'ailleurs ça ramène un petit peu au jeu, on est dans la création. J'ai également une phase où j'ai été photographe et vidéaste. Alors je le suis un petit peu moins maintenant, tout simplement parce que j'ai beaucoup moins de temps, en fait, avec la maison à m'occuper, etc. Donc j'ai beaucoup moins de temps pour ça, même si j'adore toujours la vidéo et la photographie. À ce sujet, j'avais créé une web série
avec Abby qui est sur le chat, et Abby qui est co-créatrice du jeu La course à l'oseille. Donc avec elle, on avait déjà travaillé sur cette série. Ça remonte maintenant à il y a quelques années. Donc avec Abby, on se connaît depuis très longtemps. On avait également fait un financement participatif qui avait fonctionné pour cette web série, qui était disponible gratuitement sur YouTube. J'ai également travaillé sur une autre série, Conatus, plus récemment. La série Conatus, dont le but était de se retrouver avec la nature, en fait, d'apprendre à se connaître à travers la nature. Et puis voilà un petit peu mon parcours. Je pense que je n'ai pas oublié grand chose. Depuis mon histoire ici, j'ai oublié de dire quand même que bon, j'ai parcouru un petit peu le monde avant ça. Et en fait, on a voulu acheter voilà, une maison en Corrèze, parce que c'était un coin assez sauvage de France. Et je voulais de l'espace pour créer mon potager, avoir des animaux. Voilà, donc actuellement, j'ai des moutons, j'ai des poules, des cailles, des lapins, j'ai des ruches. Parce que c'est des choses, toutes ces choses-là m'intéressent globalement, le fait de retourner à la terre. Et c'est un petit peu finalement la genèse aussi du jeu. C'est pour ça que je vous en parle. Je vous parle un petit peu de ma vie privée, mais c'est de là qu'est né le jeu. Donc, je m'intéresse au potager depuis quelques années. Et honnêtement, quand on joue beaucoup à des jeux de société avec ma compagne, avec des amis, et on s'est dit, tiens, peut-être qu'on pourrait faire un jeu sur le potager. On a creusé un petit peu plus, et il s'avère qu'en fait, avec les associations de légumes, avec les maladies, toutes ces choses-là qui gravitent autour du potager, et ben en fait, c'est un grand livre à exploiter. C'est plein de choses qu'on peut faire, en fait, qu'on peut utiliser pour faire un jeu, pour travailler sur la mécanique de jeu. Et du coup, ben, ça m'a donné cette idée-là. Et donc, on s'est lancé sur le projet. Donc ça, c'était pour introduire un petit peu le jeu. Et en plus de ça, bon, pour moi, le jeu du potager, le jeu lié à cette thématique-là, c'est une thématique d'avenir. Hein. C'est quelque chose, moi j'avais mon grand-père qui faisait du potager, et on a beaucoup de grands-parents qui font du potager, et je trouve qu'il y a une tendance à revenir sur ces thématiques-là, d'apprendre à mieux manger et du coup à cultiver ses propres légumes. Et bon voilà, je crois que j'ai fait le tour, je m'enfonce un peu dans mon truc. Mais bon, vous avez compris l'idée, je pense que c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'avenir. Alors, nous au niveau du jeu, alors comme je vous l'ai dit, avec mes amis, avec ma compagne, on adore jouer aux jeux de société, donc on y joue depuis de nombreuses années. Et ce qu'on aime dans le jeu de société, c'est le fait d'être ensemble et de partager un bon moment, de rigoler. Voilà, donc si on voulait créer un jeu, c'était un jeu qui reprenait ces mécaniques-là. Donc pour vous situer un petit peu, on n'est pas sur un jeu où il va y avoir aucune interaction, où chacun va être dans son coin. Non, non, c'est un jeu où il va y avoir de l'interaction, on va s'envoyer un petit peu des crasses, on va rigoler, on va passer un bon moment, on va se marrer. C'est pas un jeu qui va s'étendre sur 4 heures, hein. On est sur une durée de jeu qu'on va pouvoir estimer entre 30 minutes et 1 heure, en gros. Hein. Donc voilà pour vous situer un petit peu l'ambiance. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être que je peux prendre si vous avez des questions entre temps. Je regarde, laissez-moi regarder sur le chat. Alors Véronique, pourquoi ne pas se rapprocher de distributeurs? Oui, on veut s'en rapprocher. Mais pour distribuer, eh bien, il faut fabriquer avant. Et c'est l'éditeur qui fabrique, tout simplement.
Eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bonjour à ceux qui nous ont rejoints, hein. Je vois Marion, je vois Charlotte, je vois pas mal de monde. Donc on va attaquer. Ce qu'on va faire, je vais vous présenter les cartes, une à une, vous dire un petit peu à quoi elles servent, comment ça se passe. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la course à l'oseille, c'est un jeu de cartes, avant tout. Ça se joue avec des cartes. Et c'est un jeu de gestion du potager. Alors, on va avoir forcément des cartes, on en aura 165 au total. 165 cartes, on aura des petits pions que je vais vous montrer et des dés spéciaux. Alors, on y va, on attaque dans le vif du sujet. Je vais vous présenter la première carte qui va nous intéresser pour jouer à un jeu de potager. Donc évidemment, c'est des cartes plantation. C'est des cartes légumes, tout simplement. Et vous voyez qu'on en a un bon paquet sur les 165 cartes. Alors ça, c'est le jeu, juste pour vous montrer, voilà, les 165 cartes, ça représente ça. Hein. On est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Hein. Donc la base du jeu, pour un jeu sur le potager, c'est de pouvoir cultiver des légumes. Le but du jeu, ça va être je vous la fais simple, parce qu'il y a des petites conditions de victoire un petit peu particulières, mais en gros, ça va être la personne qui cultive le maximum de légumes, le plus de kilos de légumes. Voilà. Donc, on va avoir toute une panoplie de légumes. Je peux en mettre quelques-unes ici pour vous montrer. Voilà, donc je la rapproche un peu de la caméra. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette carte plantation? Donc, on va avoir une petite représentation visuelle du légume, la quantité de légumes qu'on va pouvoir produire avec cette carte, sachant que voilà, il y a des cartes où ce sera 15 kg, ici ce sera 5. Là, on a le nom topinambour. Dans le coin en haut à gauche, on retrouve la famille du légume. Le tableau en dessous qui va nous dire qu'est-ce qu'il va falloir comme ressources pour récolter ces légumes. Il faut considérer que la carte, en fait, n'est ni plus ni moins qu'un semis. Et donc, il va falloir y ajouter des ressources soleil, eau et temps pour pouvoir récolter le légume. Et en dessous, un tableau des associations qu'on va aborder juste après. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Alors vous voyez, on est sur une représentation graphique assez épurée. Hein. On peut être assez loin des jeux qu'on trouve régulièrement. Et je trouve cette étape intéressante. D'ailleurs, je salue Claire qui nous a fait le graphisme de ces cartes, que je trouve vraiment très jolies. Et je vais prendre un exemple avec ces autres cartes. Alors voilà. Donc par exemple ici sur les haricots, je centre la carte. Donc on va pour cultiver ces haricots, donc pour pouvoir les récolter et les comptabiliser à la fin de la partie, nous allons avoir besoin de cumuler 2 ressources soleil, 2 ressources eau et 2 ressources temps. Les ressources, ce sont des petits pions que je vais prendre à côté. Ça va être symbolisé par des petits pions. Donc le jaune évidemment pour le soleil, le bleu pour la pluie et le gris pour le temps. Comment gagne-t-on des ressources? Alors principalement grâce à des dés personnalisés. Donc vous voyez qu'il y a voilà, des faces avec 2 soleils, un temps, une pluie, etc. Et un petit sablier. Ces dés en fait vont représenter la météo. Donc on va les lancer, on va gagner les ressources qui seront associées. Et on placera nos petits jetons dessous comme ça, ou en dessous, c'est comme vous le souhaitez, pour dire voilà, là j'ai gagné 2 ressources temps. Alors par exemple, vous voyez là, hop, je tourne un soleil, une pluie et un temps.
Donc ça, voilà, je vous ai présenté rapidement les dés. Et le temps, en fait, se gagne principalement à la fin d'un tour. À la fin du jeu, ça représente le temps écoulé au cours de la partie. Alors, vous voyez, on va reprendre l'exemple du topinambour. J'attire quand même votre attention. Là, on a 5 kg de topinambour, on a besoin d'un soleil et de 4 temps pour le cultiver. Sur la version 15 kg, on a besoin de 3 soleils et de 6 temps pour le cultiver. Et le 5 kg de topinambour n'a pas besoin des mêmes ressources que les 5 kg de haricots verts. Le haricot vert, lui, quant à lui, il a besoin de 2 soleils, de pluie et de temps. Alors tout ça, en fait, ce sont issus en fait, de données réelles. Hein. On a repris chaque légume et on a regardé quels étaient les besoins de ces légumes-là. Par exemple, le topinambour, c'était un légume qui était très cultivé pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait, c'est un légume qui demandait très peu de conditions météorologiques favorables. Donc il avait très peu besoin de soleil, il n'a pas besoin d'eau. Et par contre, il avait besoin de beaucoup de temps pour pousser. Donc le topinambour était très cultivé pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il était très peu demandeur en ressources. Donc on a vraiment travaillé chaque légume de cette façon-là. Et je vous parle, alors quelque chose un petit peu plus technique aussi, du tableau des associations. Alors ce tableau des associations qu'on n'utilisera que dans le mode expert du jeu. À chaque fois que je vais avoir mon potager devant moi, je voudrais planter du maïs. Donc je l'ai dans ma main, je plante du maïs devant moi. Cette carte me dit que je rajoute une ressource soleil sur la famille des courges et la famille des haricots. Donc c'est les curcubitacées et les fabacées. Chaque famille de légumes aura en fait donc un tableau d'association et fera gagner des ressources. Ce tableau des associations est issu de la même façon de la réalité que l'on retrouve de la nature. Alors je vous ai pris cet exemple-là, haricots, courges, maïs. C'est pas par hasard. C'est parce que c'est une association du potager qui est très connue. Elle s'appelle, alors il y a plusieurs noms, ça s'appelle les trois sœurs, le mille-pas. Juste pour vous dire, pour vous expliquer un petit peu la logique, quand on plante ces trois légumes-là, ils vont être plus productifs. Le maïs va aider les haricots verts à grimper. Les haricots verts vont se servir de tuteur pour le maïs. Les haricots verts, eux, ils vont fixer l'azote dans le sol. Donc vous voyez d'ailleurs qu'ils vont aider beaucoup de légumes différents parce que par exemple la famille des pommes de terre, les pommes de terre ont besoin d'azote dans le sol. Et les courges, elles vont aider le maïs et les haricots verts à conserver l'humidité du sol. C'est pour ça que quand je vais planter une carte courge dans mon potager, je vais gagner une ressource eau sur les maïs et une ressource eau sur les fabacées, sur les haricots. Alors j'espère que j'ai été assez clair sur les associations. On rentre un peu dans la technique, mais c'est pour vous montrer que en fait, on essaie de reprendre les mécaniques de la nature. On n'a rien inventé en fait. On a pris la nature et on a essayé de le retranscrire sur des cartes. Donc ça, c'était pour les cartes les plus importantes, les cartes légumes. Maintenant, je vais introduire les cartes équipement. Vous voyez à côté des courges ici, on a un petit logo qu'on ne retrouve pas forcément sur les haricots verts et le maïs. Ce petit logo, il va représenter une butte de permaculture. La butte de permaculture, une fois qu'elle est installée dans mon potager, je vais pouvoir y associer ma plantation. Elle va agir comme un booster
elle va multiplier la production de mon légume par 2. Alors, pour les courges, ce sont les buts de permaculture. Pour les fèves, par exemple, ce sera des piquets de support. Donc je vais retrouver ma carte piquet de support. Donc il y aura d'autres légumes qui auront besoin de serre, comme les tomates, les aubergines, de châssis, comme les salades, les radis. Et on va retrouver d'autres équipements qui ne vont pas booster mes plantations, mais qui vont me permettre d'avoir une réserve d'eau ou de soleil pour pouvoir les redistribuer plus facilement sur le potager, sur les différentes plantations. Donc voilà, on a parlé des équipements, on a parlé des légumes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est dans la nature, dans le potager? Eh bien, on va retrouver tout simplement des éléments qui vont nous permettre de booster nos légumes d'une autre façon. Donc là, en fait, on part sur des cartes vertes, des cartes dons du ciel, qui vont nous permettre d'améliorer notre potager. Je vous remets ma tête pour que vous me voyez. Donc on va voir par exemple, voilà, un seau de compost. La carte seau de compost va me permettre d'ajouter un temps sur mes légumes, sur un de mes légumes. La carte fumier, produit de la chaleur, va me permettre de gagner une ressource soleil. Le paillage, de la même façon, va me faire gagner une ressource en eau, car le paillage permet de conserver l'humidité dans le sol. Alors, bon, ça, c'est des exemples assez simples. Et on va avoir des cartes, comme la carte tornade. Alors, je vous la lis, parce qu'on a toujours un petit texte en fait sur les cartes. C'est un peu la particularité du jeu. On s'amuse à mettre pas mal de textes, mais qui enrichissent aussi la façon de jouer. Donc, la tornade, vive le vent, l'équipement d'un voisin s'envole et atterrit dans mon potager. Je choisis la victime et prends un équipement dans son potager. Donc, on a toute une multitude de cartes différentes. Je ne vais pas toutes les dévoiler devant vous. Sachez en tout cas, je ne l'ai pas dit au début, mais donc le jeu comprend 165 cartes et on a à peu près, je crois, 120 cartes uniques. Ce qui est quand même assez intéressant et ce qui est rare dans ce type de jeu. Donc on a des cartes dons du ciel qui vont nous apporter des bonus et on va avoir des cartes catastrophes qui vont apporter du malus aux autres. On va pouvoir lancer des catastrophes dans le potager de chaque personne, de chaque ami jardinier. Alors par exemple, on va voir la gelée très tardive. En courant un coup d'essaim de glace, tu perds certaines plantations. Là en l'occurrence, nous allons perdre tous les légumes qui font partie de la famille des cucurbitacées. Voilà, donc je vous représente, voilà, on retrouve les logos au même endroit. Alors les catastrophes, c'est pareil, il va y avoir toute une multitude. Donc il va y avoir la sécheresse qui va miner le potager d'un jardinier, où il va perdre une ressource en eau sur toutes ses plantations. Le déluge de grêle, où là, le jardinier devra supprimer sa serre ou son châssis. Alors j'en passe, les râteaux-pieds. Alors les râteaux-pieds, nous en Corrèze et dans le Cantal, on n'est pas gâtés, on a des râteaux-pieds partout. Voilà, donc puis il y en a une qui est rigolote, Pchit, c'est Mamie Mortifère, qui a voulu bien faire avec son front désherbant, mais au final tu peux dire adieu à certaines plantations, en particulier des légumes racines. Donc ça, c'est des catastrophes qu'on va pouvoir envoyer chez nos voisins. Donc, on récapitule, on a nos légumes, nos équipements, les dons du ciel, des catastrophes. Qu'est-ce qu'on va retrouver également? Eh bien, les maladies ou les fléaux. Celui dont on a beaucoup entendu parler cette année, c'est l'oïdium, parce que l'été a été très humide. Donc, le fléau, l'oïdium, la croissance de certaines plantations est stoppée, sauf celle associée à du purin de prêle. Seul le bicarbonate supprime cette maladie du potager. Donc des cartes fléaux, il n'y en a pas énormément, parce que c'est des cartes qui vont apporter un malus dans le potager d'un jardinier. Donc une fois que quelqu'un est affecté par de l'oïdium, on voit
que l'oïdium affecte uniquement la famille des cucurbitacées, donc des courges et des légumes feuilles. Alors j'ai plus le nom en tête. Et donc la production, la croissance de mes courges est arrêtée. Je ne peux plus faire pousser mes courges. À moins que je soigne complètement la maladie avec du bicarbonate, auquel cas je supprime ma maladie, ou alors que je pulvérise du purin de prêle sur mes courges. Donc en fait, j'associe le purin de prêle. Si c'est associé, je vais pouvoir continuer à cultiver mes courges. Mais je ne pourrai pas cultiver, voilà, par exemple, mes navets, qui sont de la famille feuille, tant que ceux-ci n'auront pas de purin de prêle. Cette production sera bloquée, celle-ci est débloquée, car j'ai du purin de prêle pour contrer l'oïdium. Donc, je vous ai présenté les cartes main verte. Donc, on en a un petit paquet parce que c'est pour combattre les maladies. On a deux familles. Donc, je vous les zoome un petit peu. Donc, le purin de prêle, par exemple, qui lui est un protecteur, c'est un bouclier pour lutter sur une plantation. Et nous avons l'autre, le pansement, qui soigne complètement la maladie et qui permet de supprimer le fléau. Donc les fléaux, nous avons l'oïdium, les doryphores, les limaces, les pucerons, le mildiou, les tripes, les punaises. Et tout ça vont affecter seulement une certaine catégorie, une certaine famille de légumes. Donc là, les doryphores, ça va affecter uniquement la famille des pommes de terre, des solanacées. Donc évidemment, on tâchera de lancer des maladies uniquement chez les jardiniers qui possèdent certains types de légumes ou pour les ralentir. Voilà toutes les cartes qui affectent les légumes directement. Et nous allons avoir quelques cartes bonus. On va avoir des cartes élevage qui vont nous permettre de récolter alors des œufs, du miel et des escargots. Ces cartes vont être assez compliquées à réaliser. En revanche, on pourra difficilement les piquer, en fait, et du coup, ce sont des cartes qui rapportent assez gros à la fin. Nous allons avoir également des cartes spéciales oseille. Je n'ai pas parlé des règles du jeu, mais ça va nous donner de l'oseille en plus. C'est pour le mode de jeu expert. Et nous allons avoir des cartes pour chaque mois de l'année qui vont nous permettre de compter le nombre de tours pour le mode expert. Donc ça, c'est réservé au mode expert. Ça aussi. Donc on parlera des règles la prochaine fois, juste pour vous dire rapidement en quoi ça consiste. En fait, le mode découverte, nous allons faire une certaine quantité de légumes. On va se fixer par exemple, c'est le premier jardinier à atteindre 20 kg de légumes sera le gagnant. Et au mode de jeu expert, ce n'est pas celui qui fera le plus de kilos, mais celui qui récoltera le plus d'oseille. Et en fait, 10 kg de courges en cette saison, actuellement c'est la saison des courges, ça vaudra plus d'oseille que si ce n'est pas la saison des courges. Donc ça veut dire que mes 10 kg en octobre vaudront plus que 10 kg au printemps. Et ça, on aura un calculateur spécifique qui sera basé sur la saisonnalité des légumes. Et donc en jouant avec les oseilles, du coup, on aura des bonus qu'on essaiera de garder en main parce que forcément, dans les cartes catastrophes, on va pouvoir se piquer des cartes. Et bien souvent, quand vous aurez vos cartes en main, ça va être compliqué de les garder jusqu'au bout. Donc on a fait un peu le tour des cartes. Je vais regarder s'il y a des questions. Et puis après, je vous présenterai le plateau de jeu, en fait, un petit peu comment ça se présente. Alors, les questions, j'essaie d'aller rapidement.
Ah oui, sur l'âge. Alors, on a dit 10 ans. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de textes sur les cartes. C'est pour ça qu'on a mis un âge à 10 ans. Il faut savoir quand même lire pour pouvoir interpréter les cartes et pouvoir les jouer. Alors, il y en a qui discutent du nom des cartes parce qu'ils connaissent le jeu. Donc, ça se passe bien. Alors il y a Benjamin, salut Benjamin, on a des problèmes avec de voir le live, donc on leur diffusera sur YouTube, ne t'en fais pas. Nanana. Alors, très pédagogique. Mais oui, le but, alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait on se calque sur la nature. Donc notre but, on copie en fait la nature, hein. On n'a rien inventé sur ce jeu. On copie la nature, et forcément, en jouant à la course à l'oseille, on va apprendre des choses. J'ai fait une partie il y a un mois où j'ai expliqué le jeu il y a un mois à des personnes, à quelqu'un qui faisait beaucoup de potager. Et bien par exemple, il ne savait pas que la pomme de terre était de la même famille que la tomate. Et bien si, c'est la famille des solanacées. Donc on va apprendre des choses, je vous le garantis. Et en plus de ça, du coup, quand on aura de l'oïdium dans son potager, si on a fait quelques parties, on saura que le purin de prêle aide justement à éliminer l'oïdium ou alors le bicarbonate également. Nombre de joueurs minimum, nombre de joueurs maximum, c'est une bonne question, Véronique. Le jeu se joue très bien à partir de 2 personnes et peut se jouer jusqu'à 6 joueurs. Alors, on va pouvoir affiner le temps de jeu. Par exemple, si on est 6 joueurs et qu'on ne veut jouer que 40 minutes et pas 1h30, on va pouvoir réguler le temps de jeu en fait. On aura des petites options au démarrage de la partie pour nous dire, bon bah écoutez, là on a 30 minutes pour faire une partie, on pourra tenir nos 30 minutes. Par exemple, sur le mode découverte, ça se jouera, au lieu de faire 30 kg quand on est à 2, peut-être qu'on fera uniquement 20 kg quand on est 6 joueurs. Voilà, on va pouvoir faire varier le temps de jeu. Alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc si vous voulez, pour terminer, ça fait 30 minutes. Je vous fais juste une petite mise en place pour vous montrer à quoi peut ressembler le potager. Donc imaginons, voilà, dans mon potager, j'ai du maïs, des courges, donc je peux avoir par exemple les piquets de support que je ne sers pas. Donc on a dit, bon je reprends ceux qui sont faciles, que j'avais sous la main. Ah c'est pas le châssis, c'est la butte de permaculture. Toc. Donc là j'associe la butte de permaculture aux courges. Je pourrais avoir par exemple du purin de prêle. Alors je ne sais pas si l'écran est assez grand. Toc. Pour protéger ma plantation, on peut dire par exemple, voilà, j'ai de l'oïdium. Alors je vais vous la mettre sur le côté pour que vous puissiez la voir. Récupérateur d'eau, des poules pondeuses. Alors du coup, j'ai pas assez de place pour vous faire une petite mise en place. En général, on joue de cette façon-là. Le récupérateur d'eau, on aura des petits pions. Du coup, sur notre récupérateur d'eau, je vous expliquerai les récupérateurs d'eau exactement comment ça se passe pendant les règles du jeu. Voilà en gros à quoi ressemble une mise en place. Toc. Et là par exemple, hop, mon maïs n'est pas loin d'être récolté. J'en rajoute une. Mon maïs n'est pas loin d'être récolté. C'est mon tour, je lance les dés pour finir mon tour. Donc là j'ai fait 2 soleils, donc les 2 soleils pourront être positionnés ici ou ici. Là j'ai fait une pluie. Je prends la pluie. J'ai rempli toutes les conditions. 2 soleils, 3 pluies, 2 temps. Ma carte est récoltée.
Alors, je la matérialise de cette façon-là pour dire qu'elle est récoltée. Certaines personnes pourront me la piquer. J'ai vu dans les commentaires tout à l'heure que quelqu'un disait qu'il adorait la carte cœur d'artichaut. Eh oui, je broie du radis noir. Mon voisin m'offre une récolte de son choix. Donc là, par exemple, si quelqu'un joue la carte j'ai perdu le nom. Cœur d'artichaut, il pourra me piquer ma récolte. Alors, il y a très peu de cartes qui permettent de piquer des récoltes parce que c'est pas forcément facile, c'est long en fait à récolter. On ne va pas se retrouver avec une quinzaine de légumes récoltés à la fin de la partie. On va en avoir à peu près entre 2 et 6 à peu près. Et donc bon, il y a pas, voilà, le jeu est très bien équilibré. On a fait, moi je dois être à peu près une centaine de parties à mon actif. Je vais en faire ce soir sûrement une ou deux avec le club de jeu que j'ai découvert récemment. Je vais sûrement aussi en faire vendredi dans un autre club de jeu. Donc moi je suis de la Corrèze, donc je vais me déplacer sûrement vendredi vers du côté de Limoges. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vous fais une petite mise en place. En tant que jardinier, j'ai appris... Alors Delphine dit, même en tant que jardinière aguerri, j'ai appris de nouvelles choses. Et si j'ai un doute un jour, je saurai où aller chercher la réponse. Ah oui Delphine, alors forcément, bon, l'oïdium, par exemple, peut se combattre de diverses façons. Nous, on a mis des méthodes naturelles, le plus naturel possible. Elles ne sont pas uniques, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on n'a pas pu ajouter parce que sinon on se retrouvait avec un jeu trop complexe, avec trop de cartes qui ne serviraient pas, etc. On a essayé de regrouper les différentes maladies qui pouvaient nous servir pour le jeu. Je bascule juste avec ma tête pour pas que vous voyez mes mains faire des gestes. Et donc voilà, en tout cas, ça colle un maximum à la réalité. Ce n'est pas parfait parce qu'on ne pourra jamais tout mettre dans un jeu. Mais en tout cas, je suis sûr que, comme toi, certains vont apprendre pas mal de choses. J'essaie de lire le reste des commentaires. Je trouve que le mode découvert du jeu est largement accessible pour des enfants de 8 ans s'ils sont habitués à jouer aux jeux de société. Oui, alors le seul problème, c'est qu'il faut juste que l'enfant sache lire, en fait, Max, qu'il sache lire et comprendre les cartes. C'est vrai c'est un parti pris, c'est de mettre du texte sur les cartes avec une dose d'humour. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a plutôt bien travaillé les textes pour que ce soit agréable et rigolo à lire. Donc forcément, voilà, il faut juste que l'enfant sache correctement lire et interpréter ce qu'il lit. Mais je pense que 8 ans, effectivement, c'est tout à fait accessible. J'en ai fini pour ce premier live. Si vous n'avez pas d'autres questions. Donc effectivement, je vais proposer une deuxième vidéo où je vous présenterai les règles du jeu. Alors je ne sais pas encore si on parlera du mode de jeu découverte ou du mode expert. Voilà, vous avez compris le jeu, donc je vous remontre la boîte. Toc. Le jeu est composé donc d'une boîte, ça c'est un petit prototype, 165 cartes, 2 dés, à peu près 120 pions en bois que j'ai ici. Toc. 120 pions en bois. Alors vous ne les voyez pas, voilà. 120 pions en bois, 2 dés personnalisés, en bois aussi. Et voilà, donc le tout est disponible au pré-vente au prix de 32 €. Donc il a été à 30 € pour les premiers contributeurs. Donc maintenant le prix est de 32 €. Sur la plateforme Ulule, en pré-vente, encore pendant 3 semaines. Donc merci d'avoir regardé ce live. Une dernière question de Delphine. Le jeu utilise beaucoup le pion. Est-ce une volonté en particulier dans la fabrication du jeu? Alors oui, alors la question est bien posée. Moi je suis un amoureux du bois. Je suis d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, je suis ingénieur dans les industries du bois. Donc je suis un amoureux du bois. Là les dés par exemple sont en hêtre. Donc par exemple les forêts françaises
possède beaucoup de hêtre. Le hêtre qui est une essence qui est plutôt mal valorisée. Et je trouve que voilà, on pourrait faire des dés en hêtre pour valoriser les forêts françaises aussi dans le jeu de société. Les pions, voilà, les pions c'est pareil, c'est du feuillu. Ça vient pas de Chine, hein, voilà, on maîtrise, quand on fait la fabrication, on maîtrise la peinture qu'on utilise, on maîtrise la provenance du bois. Et oui, alors du coup, pas de pions en carton, pas de dés en plastique. Voilà, c'est pour ça, je suis un amoureux du bois. Donc c'est vrai que c'était une volonté de ma part de faire en bois. Et puis je trouve que ça apporte un petit cachet et c'est quand même très qualitatif. Pas de questions? Donc n'hésitez pas, hein, les ventes sur Ulule, les préventes sur Ulule. Je pense avoir tout dit. Et puis si j'ai oublié des choses, eh bien écoutez, on en discutera lors du prochain live. Je ne sais pas encore quand je vais le mettre, peut-être mardi prochain, ou alors s'il y a du monde, samedi, si je suis disponible ce samedi pour expliquer les règles, je pense que ça peut être pas mal. Comme ça on enchaîne les lives. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire ou demandez directement sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci à vous et à bientôt.